Donc, merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints. C'est un plaisir de vous retrouver et là pour une thématique un petit peu, particulière, une technique un peu particulière qui s'appelle la récupération espacée et que Jérôme va vous présenter. Juste pour montrer aussi qu'il y a un spectre large aussi dans ce qu'on propose et que, venir soutenir Montessori par, des axes, parallèles peut être, très intéressant. Donc, voilà, on est très heureux de vous retrouver, pour ceux qui nous ont suivis précédemment et puis pour ceux qui nous rejoignent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous verrez qu'on vous présentera une fois par mois des propositions, qui peuvent, vous accompagner sur différentes thématiques. La plupart du temps, là, on les a fait avec Jérôme, d'autres seront faits par, d'autres de nos collaborateurs. On sera potentiellement toujours en soutien, mais voilà, on va essayer aussi de laisser la main à d'autres membres de cette équipe assez magique, pour pouvoir continuer à interagir et de trouver cette solution malgré tout qui a apporté satisfaction. Je vous demanderai de la même manière, si ça vous convient, en fin de webinaire, de nous mettre des petits messages ou même après en retour de mail pour, nous donner ce que vous avez ressenti, ce que vous en avez pensé. Si on a des axes d'amélioration, ça nous permet toujours à nous d'évoluer. Ok, tiens, je te laisse. Alors, sur ce petit cadre pour ceux qui viendraient un peu découvrir, Zoom, vous avez en bas de votre écran, une ligne avec participants, converser, et Q&R. Si vous voulez bien garder le petit onglet converser pour, plutôt de l'échange, entre vous ou pour, mettre des petits messages ou vous faire des bonjours ou autres, salutations. Par contre, de garder, l'onglet Q&R vraiment pour les questions par rapport à la présentation que vous fera Jérôme et vous verrez au moment où les questions, vont s'afficher, vous les verrez tous et si des questions vous semblent pour vous pertinentes ou si c'était, une question que vous vouliez poser, vous pourrez voter dessus, ce qui permettra entre guillemets de faire remonter, les questions principales que vous voudriez voir abordées par Jérôme. Je dis toujours principal parce qu'on ne sait pas le nombre de questions qu'on pourra avoir, où on aura la possibilité de répondre à toutes les questions, ou alors si vraiment elles sont trop nombreuses, votez pour les questions que vous voulez absolument voir répondre, et ça nous permettra comme ça tout de suite de pouvoir les prioriser. Si par hasard vous avez une coupure de réseau, ce qui peut arriver, surtout vous touchez à rien, vous laissez faire et quand le réseau reviendra, vous serez automatiquement redirigé sur la page du webinaire. Oui, Jérôme, vas-y. Petit mot là-dessus, si vraiment ça ne revient pas, quittez la réunion et reconnectez-vous avec le lien. Mais normalement, ça se refait tout seul, mais ça peut être utile si la connexion est mauvaise, de redémarrer la réunion, ça peut aider de temps en temps. Et puis, si vous avez des questions particulières ou des difficultés, des problèmes de son ou autres, ou une question directe, vous avez dans l'onglet Converser directement là aussi le côté conférencier. Et pendant que Jérôme fera la présentation, moi, je serai derrière à checker les questions et vos difficultés. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous y répondrai le plus rapidement possible. Voilà, je pense que pour le côté, cadre et fonctionnement, c'est tout juste donc je pense qu'on peut y aller. Il nous manquerait 3 personnes mais voilà, je pense que pour pas prendre trop de retard parce que là, on a déjà débordé sur le démarrage et puis par contre, c'est pareil sur la fin, en fonction du nombre de questions qu'il y aura, on va peut-être déborder un petit peu. Pour ceux qui ont des rendez-vous ou une obligation de nous quitter, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui pourront rester, ça sera avec bonheur. Maintenant, je te laisse la main. Ok, alors je vais rajouter une petite chose au cadre avant qu'on rentre. Coucou Catherine, avant qu'on Coucou. rentre dans le vif du sujet. La question a été posée. Je vais effectivement utiliser des supports affichés de type diapositive qu'on ne vous laissera pas après la présentation. J'ai eu très régulièrement trop de problèmes avec l'utilisation qui en est faite. Et je sais que je pourrais vous demander de vous engager à ne pas les diffuser et qu'on les retrouve quand même à gauche, à droite, un petit peu partout. Et le plus embêtant, c'est quand l'utilisation qui en est faite n'est pas forcément bonne.
Donc aujourd'hui, on choisit de ne pas donner ces slides-là. Par contre, on vous enverra demain, après le webinaire, une petite aide externe qui reprendra les points clés et que vous pourrez utiliser si vous avez envie d'essayer d'utiliser ce qu'on a vu aujourd'hui et qui vous aidera à mettre tout ça en place et à tenter des choses. Voilà, voilà. Alors, avant que je rentre dans le vif du sujet de ma présentation, je voudrais rapidement vous poser 2 questions et je vais les faire via un petit sondage. C'est une option qu'on a dans Zoom qu'on a envie d'essayer. Parce qu'en préparant cette présentation, j'étais un peu embêté. À savoir que la récupération espacée, elle peut s'utiliser de plein de manières, différemment aussi selon le type de professionnel qui veut essayer d'utiliser cette technique, cet outil. Et en réalité, on ne vous a pas demandé à l'inscription quelle était votre profession et dans quel milieu vous travaillez. Ça m'aiderait beaucoup pour la présentation d'avoir des réponses à ces questions. Donc, je vais vous lancer un petit sondage et je vais vous proposer de prendre une petite minute pour y répondre. Ce ne sont pas des questions normalement trop complexes. Je démarre le vote et puis on va voir si ça fonctionne ou pas. C'est une première. On essaye. Voilà. Normalement, vous devriez avoir reçu la question. Alors, je suis désolé pour les ASG qui sont présentes. Je n'ai pas rajouté ASG dans mon sondage. Je m'en suis rendu compte, mais je n'ai pas pu le modifier. Et donc, juste pour voir un petit peu quel type de professionnel. OK. Mmh. Alors, pour le moment, je suis à 100%. Ah non, presque 100% de psychologues. OK. Et j'ai beaucoup d'autres choses. Alors, les personnes qui répondaient autre chose, parce que je suis curieux, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il y en ait autant, n'hésitez pas à mettre dans l'onglet Converser votre profession. Je sais qu'il y a des ASG. Je vais te les donner. J'ai de Véronique. Gérontopraticien, auxiliaire de vie, neuropsy, ASG aussi. Une personne qui est un formateur, même Myriam, oui. Ergonome, kiné. Donatienne, vous êtes kiné. Alors ça, je suis très intéressé. J'en dirai un petit mot, parce que je pense que pour vous, en particulier avec la double casquette de référente démence, donc j'imagine que c'est en Belgique, il y a un intérêt tout particulier à cet outil. OK. Alors, 27 personnes. Je laisse le temps à tout le monde de voter. ASG aussi, OK. pour Julie. OK. A priori, c'est un message. Ah, Bastogne. J'ai quelques souvenirs dans les Ardennes. Je ne vais pas en dire plus. OK, il y a une dizaine de personnes qui n'ont pas encore voté. Est-ce que vous voulez voter rapidement? OK, alors on a une surreprésentation des psychologues. Quelle surprise. OK, je me donne encore 30 petites secondes, puis je vais clôturer le vote et vous devriez voir apparaître les résultats aussi. Épidémio. Ah ouais, Pasquale. Docteur aussi, Pasquale. OK. Je vais clôturer le vote là et vous devriez voir apparaître les résultats normalement. OK, vous les avez? Ouais, 53 Ergo. Il n'y a pas d'infirmière. OK. Et pas d'hôpital, accueil de jour, domicile. OK. Je vais fermer le sondage. Merci pour vos réponses. Ça me donne une petite idée de points sur lesquels je vais un peu plus appuyer et d'autres peut-être un petit peu moins. Donc, c'est pas mal. OK. Merci à tous et à toutes. Et je vais maintenant commencer. Je ferme ceci. OK, alors je vais
commencer cette présentation par la partie que j'aime le moins, mais néanmoins, elle est nécessaire peut-être pour contextualiser un petit peu. Et je vais commencer par ne pas vous apprendre quoi que ce soit. Mais un petit rappel peut-être simplement pour rappeler finalement la problématique principale des démences. Alors je mets des guillemets et qui s'élargit d'ailleurs à toutes les personnes qui présentent des troubles cognitifs, quelle que soit la cause, que ce soit dans le vieillissement, que ce soit des personnes qui ont des lésions cérébrales focales, par exemple après un AVC, une tumeur cérébrale ou un traumatisme crânien, que ce soit des personnes plutôt dans les milieux psychiatriques, les troubles cognitifs ont des répercussions dans la vie quotidienne. Alors dit comme ça, c'est un peu évident. En réalité, dans le champ des démences, je mets toujours mes guillemets, c'est ça la cause de la plupart des problèmes. Et donc, on pense souvent que ces pathologies s'accompagnent de troubles du comportement qui seraient des symptômes de la maladie. Souvent, ce sont des réactions à une problématique de départ qui est celle des troubles cognitifs. Les troubles cognitifs, ils vont toucher essentiellement, majoritairement, 3 grands domaines qui sont, ce qu'on appelle la mémoire épisodique, c'est-à-dire la mémoire des souvenirs, le fait de pouvoir enregistrer au fur et à mesure, les événements qu'on vit, les moments qu'on vit et cetera, qui vont plus s'enregistrer correctement. Elle va toucher aussi ce qu'on appelle la mémoire sémantique, la capacité à, trouver les mots, à les exprimer, à les comprendre aussi, mais aussi les connaissances générales qu'on a, sur le monde ou sur sa vie. Et puis vont toucher aussi ce qu'on appelle les fonctions exécutives, pour le dire rapidement. Ce sont les fonctions de contrôle de nos actions, de nos comportements et qu'on va utiliser en particulier dans toutes les situations complexes de la vie quotidienne quand on doit organiser nos comportements et nos actions. Par exemple, quand on est en train de cuisiner, il y a un certain nombre d'étapes qu'on doit planifier mentalement, qu'on doit suivre, qu'on doit contrôler, qu'on doit réajuster au fur et à mesure. Et donc, toutes ces fonctions sont touchés à des degrés divers par les troubles cognitifs et vont aller impacter le fonctionnement de la personne dans sa vie quotidienne. Et c'est ça souvent qui va causer les autres problématiques qui sont la dépendance. Si j'oublie un certain nombre de choses que je dois faire, je ne les fais pas. Je suis moins autonome au quotidien. Si j'ai des difficultés à contrôler mon activité, mes actions, les étapes que je dois réaliser, évidemment, je suis plus dépendant pour plein d'actes de la vie quotidienne. Tout ça peut générer du stress, de l'anxiété, et cetera et des réactions. Un autre point sur lequel je vais insister beaucoup dans la présentation aujourd'hui, peut-être on n'a pas assez en tête, et il y a des rééducateurs, kinés, ergo qui sont présents, ça va vous parler beaucoup aussi, c'est que ces troubles cognitifs, en particulier les troubles de mémoire, vont compliquer beaucoup la prise en charge de comorbidités. Si on parle des personnes âgées, on sait que les personnes âgées ont un certain nombre de comorbidités. Par exemple, elles peuvent avoir plus facilement des troubles de la déglutition ou s'il y a une chute, il peut y avoir une fracture du col du fémur qu'il va falloir rééduquer. Et on observe que très souvent, ces personnes-là ne bénéficient pas des rééducations parce qu'il y a cette idée que de toute façon, ils ne vont pas apprendre, ils ne vont pas progresser, qu'ils oublient et que donc la prise en charge ou l'intervention ne sert à rien. Et donc, dans les cas les plus extrêmes, ça se termine par des personnes qu'on va maintenir au fauteuil roulant ou, si on parle par exemple de la déglutition, à qui on va donner des aliments qui seront mixés, de l'eau gélifiée, etc., parce qu'on a peur qu'ils fassent des fausses routes. Et donc, on voit en fait que les troubles cognitifs ont un impact très important aussi sur toutes ces autres interventions qu'on pourrait mettre en place et qu'on ne met pas en place. Donc ça, c'est le tableau un petit peu sombre. C'est celui que je n'aime pas, mais il faut bien partir de quelque chose. Alors, je vais rapidement passer à l'inverse. Si les personnes qui suivent ce webinaire connaissent un tout petit peu Montessori et savent un peu ce que nous faisons, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais l'essentiel, il est là. C'est de savoir qu'en fait, depuis plusieurs décennies, depuis 30 ans, même en fait depuis 40 ans maintenant, il a été très très bien démontré en neuropsychologie que les personnes qui ont une démence, qui ont une maladie d'Alzheimer, qui ont des troubles cognitifs, gardent des capacités de mémoire préservées, en particulier ce qu'on va appeler la mémoire implicite, c'est-à-dire toutes les formes de mémoire inconsciente. On apprend toujours plein de choses au quotidien juste en faisant des choses. Il y a notamment ce qu'on appelle la mémoire procédurale, donc la mémoire des habitudes, des automatismes, des routines, la mémoire de l'action. L'idée que tout ce qu'on va répéter un grand nombre de fois et faire nous-mêmes va petit à petit s'automatiser. Donc ça, ce sont des choses qu'on connaît très très bien. Et il faut comprendre l'idée suivante, c'est que les personnes
qui ont des troubles cognitifs continuent d'apprendre en permanence. En réalité, ils oublient ce qu'on leur dit, ils oublient les événements, mais ils apprennent, ils créent des habitudes sur ce qu'ils font. En institution, en EHPAD, on connaît très bien ce phénomène. On considère qu'une personne va avoir besoin de plusieurs semaines, généralement d'un petit mois, pour prendre, on dit prendre ses repères. Prendre ses repères, c'est créer des habitudes par l'automatisme. Donc, les personnes gardent des capacités de mémoire qui sont préservées et on pourrait utiliser, en réalité, on peut utiliser ces capacités-là pour leur permettre d'apprendre des choses qui leur sont utiles. Et ça va être la base d'un certain nombre de techniques et d'outils en réhabilitation. On sait qu'en réhabilitation, si on fait pratiquer des choses à la personne, elle va créer des habitudes et des automatismes. C'est le point de départ de ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, qu'on appelle donc la récupération espacée. L'idée de la récupération espacée, qui est une technique qui a été mise au point dans les années 1980, beaucoup étudiée par un monsieur qui s'appelle Cameron Camp, que vous connaissez probablement un peu, que nous on connaît aussi, et qui a vraiment l'idée de dire on va potentialiser ces capacités de mémoire dites implicites, inconscientes, chez les personnes qui ont des troubles cognitifs pour leur permettre d'apprendre à long terme de nouvelles informations ou des nouveaux savoir-faire. Et elle est basée en réalité sur un principe extrêmement simple. L'idée, c'est qu'on va faire rappeler à la personne ce qu'on voudrait lui apprendre, ou ce qu'elle voudrait apprendre, à des délais de plus en plus longs, à des intervalles de temps de plus en plus longs. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous présenter tout de suite, dans les grandes lignes, comment fonctionne cette technique, la récupération espacée, et puis on verra un petit peu à quoi elle peut servir et comment on peut l'utiliser un petit peu plus concrètement. Partons du principe qu'on a une personne à qui on veut apprendre quelque chose et on va imaginer une Madame Durand qui vit en EHPAD, qui est là depuis assez longtemps dans l'institution, qui a des repères et qui, par contre, a dû, pour une raison ou l'autre, changer de chambre. Alors, on sait ce qui se passe, et c'est une belle illustration de la mémoire implicite, c'est quand on change une personne de chambre, eh bien, elle a tendance à retourner dans son ancienne chambre. Elle est souvent désemparée, un petit peu perdue. Et donc, l'idée, c'est qu'on va vouloir apprendre à Madame Durand où se trouve sa nouvelle chambre. Alors, Madame Durand, elle connaît bien les lieux, elle connaît les choses, et donc ça va être assez simple. En fait, ce qu'on a besoin de lui apprendre pour qu'elle ne se perde plus, c'est le numéro de sa chambre. Et avec ça, elle peut se retrouver. La première chose qu'on va faire avec Madame Durand, c'est que, alors on va s'installer pour travailler un petit peu ça, et on va lui donner l'information qu'on voudrait qu'elle apprenne. Donc, on va commencer en lui disant, Madame Durand, votre chambre est la numéro 52, et on va lui demander de la répéter directement après nous. Donc là, on ne parle pas du tout de la mémoire. Madame Durand, votre chambre, c'est la numéro 52. Vous voulez bien me le redire? Madame Durand, c'est à vous. Alors parfois, ils mettent un peu de temps à répondre, hein, mais c'est OK. La 52. Et donc là, la personne la répète et on va maintenant attendre un délai extrêmement court, 10 secondes. Généralement, pendant 10 secondes, on va juste lui dire, Madame Durand, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le répéter un petit peu. Je vais vous le redemander de temps en temps. De cette manière-là, on est sûr que vous le retiendrez bien. Est-ce que vous voulez bien me redonner le numéro de votre chambre actuelle? 52. Donc après ce délai très court de 10 secondes, généralement, il n'y a pas de souci, la personne ne peut pas l'avoir oublié aussi rapidement et on verra ce qu'on fait si c'est le cas. Et tant que la personne nous redonne la bonne réponse quand on lui pose la question, voilà, il y a un petit problème d'affichage. Oui, ça on voit pas en dessous. Ok, je vais quitter le partage une seconde et j'y reviens. Hop. Qu'est-ce qui se passe alors? Excusez-moi, hop, je relance. Ok. Non, pas ok. Attendez, hein, j'y suis presque. Est-ce que vous l'avez bien, Véro? Non, c'est tout vide. Enfin, on a non, voilà, c'est bon. C'était dans celui d'en bas qui posait problème. Ok. Voilà, c'est bon. Donc, le principe, je vous reprends. On commence par donner l'information à la personne, on lui demande de la répéter, et puis on va attendre un délai très court, on lui redemande l'information. Si elle la redonne correctement, on va augmenter le temps qu'on attend avant de lui reposer la question. Donc, on va par exemple attendre 30 secondes, puis on va lui reposer la question.
Si elle répond correctement, on va attendre cette fois-ci 1 minute avant de lui reposer la question. Puis 2 minutes, et tant qu'elle répond correctement, on attend plus longtemps, on calcule le temps avant de lui redemander. Si à un moment donné, peu importe quand, elle ne retrouve pas l'information, c'est-à-dire qu'elle l'a oubliée, à ce moment-là, on va simplement lui redonner l'information et on va lui demander de la répéter. Donc, Véro, est-ce que tu veux bien, par exemple, on va le faire. Madame Durand, est-ce que vous connaissez le numéro de votre chambre? 73. Alors, c'est la 52. Est-ce que vous voulez bien me le redire? 52. Exactement. Donc, quand la personne échoue, on lui redonne l'information et on leur demande simplement de la répéter. Et puis, on va revenir au dernier délai qu'elle avait réussi. Par exemple, si, quand j'ai attendu 2 minutes, elle n'a pas retenu l'information, je lui redonne l'information, je lui fais répéter. Et cette fois-ci, j'attends de nouveau 1 minute. Puis, je lui repose la question. Si elle réussit, je demande. Si elle échoue, je continue. Voilà. Alors, je ne vous ai pas devant moi, donc je n'ai aucune idée de savoir si c'est clair pour vous. Je vais d'ailleurs me mettre l'onglet converser quelque part, comme ça. Si vraiment je vous largue, vous me le direz. Voilà un petit peu à quoi pourrait ressembler une première séance de Merci Myriam, c'est clair. réveil. Vous avez sur le petit graphe qui est ici, sur, sur la ligne horizontale, vous avez chaque fois un essai et puis des délais de temps sur la verticale. Et vous voyez qu'au premier essai, j'ai posé la question à la personne avec un délai de temps de 0, puisque je vais simplement demander de la répéter. Après, au deuxième essai, c'est un délai très court. Merci Madame Lembach. Après un délai très court, je lui repose la question, elle a répondu correctement, donc j'attends de nouveau un peu plus longtemps, cette fois-ci 40 secondes, elle répond correctement. Et vous voyez qu'au quatrième essai, alors que j'ai attendu 1 minute, là, elle ne retrouve pas la réponse. Je lui redonne, je lui fais répéter, et je reviens à mon délai précédent de 40 secondes et je lui repose la question. Elle réussit, donc je réaugmente. Ah, cette fois-ci, le délai qu'elle ne passait pas tout à l'heure, elle l'a réussi, donc j'augmente encore. De nouveau, elle ne retrouve pas la réponse. Je reviens à mon délai précédent, elle réussit de nouveau. Et puis, je peux de nouveau augmenter, et ainsi de suite. Et donc, il y a un côté, vous le voyez sur le petit graphe à côté, le petit schéma en vert, presque musical. Alors, une fois qu'on est habitué à la récupération espacée, pour moi, il y a une vraie rythmique. C'est-à-dire, la personne réussit, j'attends un peu plus longtemps. Elle échoue, je lui redonne, elle me la redonne aussi, et je diminue. Et il y a une espèce de petit mouvement de balancier qui s'installe entre les essais où la personne réussit et la personne échoue. Donc ça, c'est vraiment le principe de base. Ça, c'est un exemple d'une première séance. Je mets des guillemets à séance. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Et puis, je vais revoir la personne un autre jour. Alors, ça ne sert à rien de faire plusieurs séances par jour. Absolument pas la peine. Au moins le lendemain, on va revoir la personne pour poursuivre l'apprentissage, sachant que l'apprentissage ne va pas se faire en une séance. Il va falloir un certain nombre de séances étalées dans le temps pour que la personne puisse petit à petit enregistrer l'information. Quand je revois la personne la fois d'après, je vais commencer par lui poser la question. C'est-à-dire que je ne vais pas lui redonner l'information. En fait, je vais voir, tiens, est-ce qu'elle l'a retenue depuis la première fois? Et donc, ça va donner, bonjour Madame Durand, est-ce que vous connaissez le numéro de votre chambre? Et là, de nouveau, je vais voir, est-ce qu'elle me répond correctement ou pas? Si elle me donne la bonne réponse, je reprends là où je m'étais arrêté la dernière fois, c'est-à-dire au dernier délai qu'elle avait réussi. Donc, si à la séance précédente, elle avait réussi à passer un délai de 4 minutes, j'avais essayé d'attendre 8 minutes, elle n'avait pas trouvé, je vais cette fois-ci attendre 4 minutes et puis je continue normalement comme les autres fois. Si maintenant, en début de séance, elle n'y arrive pas, bah, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais d'abord lui rappeler l'information, je vais lui demander de la répéter. Oui, Véro, tu veux dire quelque chose? Non. Tu veux dire 52, je sens. 52 peut-être maintenant. Je vais dire 52 en permanence. Non, mais je te garde un petit quelque chose. On lui demande de la répéter, on revient au dernier délai réussi, et puis on poursuit normalement. Quand elle répond correctement, on attend un peu plus longtemps, et quand elle ne répond pas correctement, on diminue le délai.
Est-ce qu'il y a des personnes pour qui ceci n'est pas clair? Merci de me mettre un petit mot. Alors les questions, combien de temps on attend, des questions pour aller plus loin, on se les garde. Mais par contre, est-ce qu'il y a des personnes qui ont l'impression de ne pas avoir compris ce que j'ai mis ici? Si oui, mettez-moi un petit mot, dans l'onglet Q&R. OK, ça a l'air clair. Ce qui va se passer en réalité en faisant ça, c'est qu'on fait pratiquer la bonne réponse, on fait pratiquer l'information à la personne de manière répétée, qui s'espace dans le temps. Et petit à petit, la trace qui s'installe dans cette mémoire implicite, dans cette mémoire inconsciente, va se renforcer. Elle va se renforcer de plus en plus et on crée véritablement un nouveau chemin neuronal jusqu'au moment où l'information en fait va être acquise. Alors elle va être acquise de manière assez automatique et c'est souvent assez amusant de constater que la personne peut ne pas du tout se souvenir des séances où on a travaillé cette information-là. Elle ne se souvient pas l'avoir étudiée. Par contre, elle connaît la réponse. Et donc l'idée, bien évidemment, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce mécanisme pour apprendre à la personne quelque chose dont elle a besoin, une information dont elle a besoin ou un souhait, quelque chose qu'elle souhaiterait apprendre, par exemple le nom, le prénom de son petit-fils qui vient de naître. Et ça, on peut l'appliquer, vous allez le voir, à une quantité absolument phénoménale d'informations ou de choses dont les personnes ont besoin. On nous explique très souvent que le challenge numéro un dans la maladie d'Alzheimer ou les autres démences, c'est l'oubli. On dit, bah, de toute façon, ils apprennent plus rien, de toute façon, ça sert à rien de leur dire telle ou telle chose, ils vont pas s'en souvenir. Et en réalité, en utilisant un outil comme la récupération espacée, on peut tout à fait leur permettre de s'en souvenir. Ok, je vais insister maintenant sur un point qui est très important. Là, on vient de donner un exemple avec une connaissance à apprendre. Par exemple, un numéro de chambre, c'est une connaissance verbale. En réalité, ce qui marche le mieux avec la récupération espacée, c'est d'ajouter de la motricité dans l'apprentissage. Je veux dire par là que si on ajoute un geste, une action à effectuer à ce qui est appris, on va ancrer l'apprentissage beaucoup plus fortement. Pourquoi? Parce qu'on passe par la partie procédurale, la partie mémoire de l'action, mémoire du geste, qui est la partie de la mémoire qui fonctionne le mieux chez les personnes qui ont des troubles cognitifs. Chez nous aussi, il y a toujours cette idée qu'on apprend ce qu'on fait, on apprend ce qu'on pratique beaucoup plus que les choses qu'on entend, tout simplement. Je sais qu'il y a parmi les participants ici des gens qui ont suivi des formations Montessori avec Cameron Camp ou avec moi ou avec les deux d'ailleurs. Et peut-être vous avez souvenir qu'avec Cameron, on vous fait pratiquer quelque chose qui ressemble à ceci. Et on y associe une phrase qui est demander aux résidents ou demander aux habitants. Le fait de faire dire au public, demander aux habitants en faisant ce geste-là, c'est en réalité, vous le savez maintenant, on vous dévoile un petit secret, pratiquer de la récupération espacée, c'est-à-dire le répéter à des délais de plus en plus longs en faisant un geste avec. Donc au plus la personne va réaliser une action au moment où elle donne la réponse, au mieux elle va enregistrer ce qu'elle est en train d'apprendre. Et donc on peut apprendre à des personnes des compétences dont ils ont besoin. L'idée va être qu'à chaque essai, avec les délais de plus en plus longs, on va lui faire un geste en plus. Par exemple, j'ai travaillé il y a bien longtemps avec une dame à qui on voulait apprendre à utiliser son pilulier et à prendre ses médicaments de manière indépendante. Ce qu'on a réalisé, ce qu'on a mis en place comme apprentissage, c'est on lui a appris, dès qu'elle entendait une sonnerie qui était programmée à l'avance, à prendre ses médicaments dans le pilulier. Et donc, pendant l'apprentissage, je lui faisais écouter la sonnerie et je lui disais, tiens, qu'est-ce que vous devez faire quand vous entendez cette musique? La réponse étant, je prends les médicaments dans mon pilulier. Eh bien, on avait le pilulier devant elle, j'avais mis des petites gommes, des petits bonbons dans le pilulier et je lui faisais faire l'action de prendre le médicament pour qu'elle le prenne aussi. Pour une autre personne qui pose régulièrement la même question, par exemple, ça pourrait être mais je suis où ici? Je suis où ici? Eh bien, on pourrait écrire la réponse à sa question sur une petite fiche. Et quand on lui fait répéter, on va dire qu'est-ce que vous devez faire pour savoir où vous êtes? Je lis la réponse sur la fiche et on va lui demander allez-y, faites-le. Et on lui fait faire l'action.
Bien sûr, il y a des moments où ça, c'est pas possible et par exemple, on a travaillé avec, l'ergo du service hospitalier dans lequel je travaillais, auparavant, à, réapprendre à un monsieur la séquence pour se brosser les dents. C'est un monsieur qui refusait catégoriquement, y compris, par l'action, si je peux le dire comme ça, que quelqu'un d'autre que lui, lui brosse les dents. Il n'avait pas tellement envie de se faire enfourner une brosse à dents. On l'a observé, on s'est rendu compte qu'en fait, il était tout à fait capable de se brosser les dents, simplement ses actions étaient désorganisées. Il ne faisait pas la séquence dans le bon ordre et donc on a fait une petite fiche qui reprenait les différentes actions à effectuer. On lui, a appris: «Qu'est-ce que je dois faire pour me brosser les dents?» Suivre, les actions sur la fiche. Alors bien sûr, on n'allait pas lui faire se brosser les dents à chaque fois qu'on lui pose la question, parce qu'à 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, ça fait un petit peu complexe. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait notre séance de récupération espacée et à la fin, de la séance, on lui proposait: «Est-ce que vous voulez bien nous montrer et allez vous brosser les dents?» et ainsi de suite. Donc au plus on peut inclure de l'action dans l'apprentissage, au mieux c'est. Alors pour illustrer un petit peu à quoi ressemble un apprentissage par récupération espacée, Véronique, est-ce que tu serais d'accord de me servir de cobaye? Je veux dire oui. Donc, je vais simuler un apprentissage par récupération espacée en essayant d'apprendre à Véronique une information dont elle ne connaît pas la réponse. S'il y a des Belges dans la salle, vous allez sourire. Je suis obligé de prendre des trucs belges parce que comme ça, c'est assez complexe pour les Français. Véronique, est-ce que tu connais le nom de cette petite station balnéaire dans laquelle j'allais passer mes vacances quand j'étais enfant? Non. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te l'apprendre. Je vais te demander de me le rappeler régulièrement à des délais de plus en plus longs. Alors, le nom de la station, c'est Oost-Dunkerque. Tu veux bien me le redire? Oost, Dunkerque. Exactement. OK. Et donc, si tu es d'accord, je te le redemanderai dans un petit moment. Pour faciliter la démonstration, je te demanderai de temps en temps de ne pas t'en rappeler volontairement pour que bien montrer comment on gère quand il y a un échec. Mais par exemple, là, est-ce que tu veux bien me redonner le nom de cette station balnéaire où je passais mon enfance? Oost, Dunkerque. Oui, en un mot vraiment, hein, Oost-Dunkerque. Oost, Dunkerque. Exactement. Parfait. Hem, pour les participants, donc je vous demande de bien regarder comment je fais et de se rendre compte que entre les délais, voilà, on peut faire ça de manière assez, naturelle. Alors justement, puisqu'on parle des délais, la question qui est souvent posée, c'est quel délai est-ce qu'on doit, utiliser pour la récupération espacée? Alors dans la littérature scientifique, les délais qui sont dans les recherches sur récupération espacée, les délais qui sont, classiquement utilisés sont les délais suivants. Heu, 10 secondes, donc ça, c'est le fameux délai très court. 30 secondes, c'est le délai suivant. D'ailleurs, à ce propos, Véronique, tu veux bien me redonner le nom de cette station balnéaire où je passais mon enfance? Oost, Dunkerque. Ah OK, c'est ça, c'est génial. Merci. Et puis 1 minute, 2 minutes et vous voyez, on double le délai à chaque fois. Ça, c'est la recommandation, traditionnelle. En pratique, c'est pas toujours si simple parce qu'il peut y avoir des délais qui sont difficiles à passer. On peut facilement voir des personnes qui vont avoir du mal à passer de 4 minutes à 8 minutes. Garder l'information en mémoire 8 minutes, quand on a des troubles de mémoire, c'est long et ça peut être problématique et donc on peut avoir des personnes qui bloquent. 4 minutes, ça réussit, 8 minutes, ça bloque, on revient à 4 minutes, ça réussit, 8 minutes, ça bloque, on attend de nouveau 4 minutes, ça réussit et 8 minutes, ça bloque et ainsi de suite. Même chose entre 8 minutes et 16 minutes et donc ce qu'on peut tout à fait faire dans ces cas-là, c'est utiliser des délais intermédiaires, des délais modifiés. Et donc, par exemple, utiliser les délais suivants. Vous voyez, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, puis 5 minutes, et ainsi de suite. Et donc, mettre plus de délais entre les choses. En réalité, on peut utiliser les délais qu'on veut. Il n'y a absolument rien dans le cerveau humain qui nous dit qu'on doit attendre exactement 1 minute, exactement 2 minutes ou autre. L'idée, c'est toujours d'allonger entre chaque question quand la personne réussit et de rediminuer quand elle échoue. Véro, est-ce que tu veux bien me redonner le nom de l'endroit où je passais mes vacances quand j'étais gamin? Oost, Dunkerque. Exactement, parfait. Et donc là, Véro vient de passer le délai 1 minute. Donc vous voyez qu'au départ, on pose la question assez souvent, les délais sont courts. Très rapidement, en fait, les délais vont s'allonger et donc on peut tout à fait s'occuper entre les délais. Alors qu'est-ce qu'on fait entre les délais? Euh, La bonne nouvelle, c'est d'ailleurs un des grands intérêts de la récupération espacée, à peu près ce qu'on veut.
C'est vraiment tout à fait l'intérêt. Globalement, l'idée, ça va être de, faire quelque chose d'agréable et de plaisant, de générer, des émotions plutôt positives. Donc ça peut être aller, se balader dehors, ça peut être un jeu de société, ça peut être écouter de la musique, ça peut être simplement, discuter en buvant une bière ou un verre de vin. Si, même les personnes âgées peuvent, je vous assure. Lire un livre, en fait, ce qu'on veut. Et c'est vraiment tout l'intérêt. Finalement, la récupération espacée, c'est juste surveiller les délais, attendre les délais et poser la question une fois de temps en temps. Attention quand même à ne pas relier l'apprentissage et ce qu'on est en train de faire. Je vous donne un exemple caricatural. Si on veut apprendre le nom d'une personne sur base d'une photo, il est déconseillé de jouer à qui est-ce en même temps, parce que vous allez avoir une interférence très forte entre l'apprentissage et l'activité. Mais pour le reste, faites ce que vous voulez. Donatienne, puisque vous êtes là, j'ai beaucoup travaillé avec des kinés sur des rééducations après fracture du col du fémur. J'en reparlerai très vite tout à l'heure. Et les kinés, je leur ai dit, vous faites votre séance de kiné comme d'habitude, mais vous ajoutez juste l'apprentissage que vous voulez mettre avec des questions posées régulièrement en suivant les délais. Dernier point sur cette question, ce que je recommande, c'est que pendant les délais très courts, comme je suis en train de faire avec Véronique, jusqu'à 2 ou 4 minutes, ne commencez pas une activité qui demande de rester focalisé sur l'activité, parce que vous allez sinon interrompre la personne trop souvent. Et donc, il vaut mieux simplement garder une discussion avec la personne et lui poser la question de temps en temps. Par exemple, comme ceci, Véronique, est-ce que tu veux bien me rappeler le nom de cet endroit où j'allais en vacances quand j'étais gamin? Host Dunkerque. Exactement, c'est parfait. Et vous voyez, faire de la récupération espacée, c'est faire ce que je suis en train de faire. Alors, bien sûr, j'ai un chrono, je vous en parle dans une minute, qui me calcule mes délais, mais je mène mon activité ici, une présentation, et je pose juste la question à des délais de plus en plus. Bon, la dame ici n'a pas de trouble cognitif trop important, donc évidemment, je ne dois pas trop revenir en arrière. Et puis, elle est directrice d'AGEDC. Alors, un petit point aussi qui, pour moi, est une évidence, et sur lequel je vais insister quand même. Euh, Pendant vos séances, alors je dis séance, je mets des guillemets à séance parce qu'en réalité, la séance, ça peut être une balade dehors et puis on pose la question de temps en temps. Ça peut être, comme je disais, une séance de rééducation, un jeu de société, peu importe. Mais pendant ces moments où vous faites de la récupération espacée, ayez une attitude qui soit ultra positive, j'ai envie de dire douce, euh, fun aussi. C'est-à-dire créer un contexte qui détendent la personne, voire qui l'amuse, qui génère des émotions positives, parce qu'on sait que ça favorise l'apprentissage. D'ailleurs, si un certain nombre de professeurs, notamment ceux de mes enfants, pouvaient avoir compris ce principe, je pense que ça ferait du bien à tout le monde. L'idée, c'est, voilà, mettez de l'humour, du fun, rigolez avec la personne. Ça rendra beaucoup plus faisable le fait que vous allez quand même lui poser une question régulièrement, de manière répétée. Si malgré tout, vous voyez que ça agace la personne, qu'elle s'énerve un peu, et cetera, arrêtez-vous tout de suite. L'idée n'est pas du tout de créer une situation de test, d'une situation de contrôle de: «Est-ce que ça y est, vous arrivez à mémoriser? Hein, bon». Non, non, l'idée, c'est juste de travailler quelque chose avec elle et si elle se stresse, en fait, vous allez, notamment par la génération de stress oxydant et autres, vous allez bloquer complètement l'apprentissage. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc si elle s'énerve, vous lui dites: «OK, là, j'ai l'impression que je vous embête là. Je pense que vous en avez marre. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête? Est-ce que vous voulez qu'on continue une autre fois?» et et puis en fonction de sa réponse, vous vous ajusterez à elle. Donc gardez une attitude qui soit, positive. Alors c'est très bien tout ça, mais tous les combien de temps on mène des séances? De mon expérience, il n'y a pas eu de recherche vraiment là-dessus, mais je dirais, alors entre un jour et une semaine entre 2 séances. L'idéal réellement, c'est travailler avec la personne 2 à 3 fois par semaine, et en faisant ça assez rapidement l'information peut être mémorisée. L'idée à garder en tête, c'est qu'au plus la personne va travailler régulièrement, au plus elle peut, ancrer l'information rapidement. Après, il y a des contextes dans lesquels on ne peut pas et je pense, notamment, aux équipes spécialisées Alzheimer qui travaillent à domicile. Il y a peut-être des gens, qui travaillent pour des ESA ici, et qui vont souvent une fois par semaine chez la personne. Une fois par semaine, c'est déjà beaucoup chez des personnes qui ont des troubles de mémoire. Le risque, c'est qu'il faille beaucoup de semaines pour en créer une information.
Et donc, à ce moment-là, ce que je vous recommande, c'est de trouver un allié qui peut être un proche de la personne, quelqu'un qui voit la personne au quotidien. Et ce que vous allez demander à cet allié, c'est simplement de lui poser la question une fois par jour. Donc, de lui faire pratiquer une fois par jour en disant à l'allié, vous pouvez lui faire une petite fiche pour l'aider à retenir si besoin, et vous dites à l'allié, vous lui posez la question. Si elle répond correctement, vous lui dites trop forte, c'est ça exactement. Si elle ne répond pas correctement, vous lui redonnez la réponse et vous lui faites répéter. Et donc, cette manière de renforcer entre les séances va faire que la personne va continuer à pratiquer et renforcer ces circuits qui sont en train de se créer. Et ça permet d'avoir des séances qui sont plus espacées. OK, la question suivante, c'est OK, mais on s'arrête quand? C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on peut considérer que l'information est maintenue et mémorisée? Euh, En recherche, le critère qui est utilisé pour dire OK, ça y est, elle a mémorisé à long terme, je vous le dirai, mais juste après avoir posé une question à Véro. Véro, tu veux bien me rappeler le nom de cet endroit où j'allais en vacances quand j'étais enfant? Etterbeek, C'est Osdinkerque. Tu veux bien me le redire? Oost-Dunkerque. Exactement, c'est ça. Alors, vous voyez ici, on a fait une erreur. Donc, je ne lui ai pas dit non, c'est faux, etc. J'ai juste redonné la bonne réponse. Et maintenant, je vais revenir à mon délai précédent, c'est-à-dire un délai de 2 minutes. Alors, sur la question de dire quand est-ce qu'on peut considérer l'information comme mémorisée, l'idée, c'est que on va pouvoir arrêter l'apprentissage quand il y a 3 séances successives où elle retrouve l'information toute seule dès le début de la séance. Ce qui veut dire que là, OK, l'information, elle est bien ancrée, elle est bien mémorisée. En réalité, en pratique, on peut aussi se dire: «Tiens, est-ce que la personne, utilise la connaissance ou l'information que je voulais lui apprendre au quotidien?» Par exemple, si on a une personne à qui on apprend à se lever correctement de son fauteuil, c'est-à-dire en s'appuyant sur ses accoudoirs, et puis on a 2 séances où elle trouve et puis la troisième elle trouve pas, puis de nouveau 2 séances et tout, mais qu'on voit qu'au quotidien, en réalité, elle se lève correctement tous les jours, on peut considérer qu'elle a appris. Donc on va s'ajuster sur base de l'observation dans la vie quotidienne. Est-ce que, le problème sur lequel on travaillait, s'est amélioré ou pas? OK, mais combien de temps ça reste? Alors, la littérature scientifique est très hétérogène là-dessus. Ça dépend complètement d'une personne à l'autre. Néanmoins, ce qui apparaît clairement aujourd'hui, c'est que les effets, c'est-à-dire ce qui a été appris, peut se maintenir très longtemps. Dans certains cas, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ça dépend d'une seule chose. En anglais, on dit use it or lose it. C'est-à-dire qu'il faut que ce qui a été appris soit utilisé régulièrement par la personne. Il faut qu'elle travaille régulièrement ce qu'elle a appris. Si ça n'est pas utilisé, ça va petit à petit se perdre. Et donc la clé, ça va être de veiller à ce qu'elle utilise ce qu'on lui a appris aussi longtemps qu'elle en a besoin. Alors il y a plusieurs manières de faire ça, mais typiquement, on va s'appuyer sur l'entourage. Ça peut être une équipe soignante, ça peut être la famille, ça peut être des proches. Euh, Véro, avant que je détaille ça plus, tu veux bien me rappeler le nom de cet endroit où j'allais en vacances? Oost-Dunkerque. Exactement. Ah, ok, merci. Vous voyez, là, je fais de la récupération espacée, donc c'est aussi simple. Alors, je mets des guillemets parce que j'ai pas mal pratiqué, donc pour moi, c'est devenu très simple, mais aussi simple que ça. Si c'est une compétence qu'on a appris à la personne, on va lui faire pratiquer régulièrement, bloquer les freins du fauteuil avant de se lever, prendre appui sur les accoudoirs, utiliser une fiche pour se brosser les dents, utiliser son pilulier. On va s'assurer qu'elle utilise ça régulièrement. Et si c'est une connaissance, par exemple le numéro de sa chambre, on va s'assurer de lui reposer la question au moins une fois par jour. Donc, très souvent, si c'est les professionnels type ergo, psycho ou autres qui ont fait les apprentissages, il faut vraiment s'appuyer sur l'entourage de la personne, sur les aidants, etc. Je vois le temps qui file à une vitesse. OK. Euh, un ou deux petits mots et puis je vous présenterai des exemples concrets sur ceci. Gardez des traces de vos séances. Il faut plusieurs séances pour ancrer la connaissance, ça c'est une certitude. Et vous avez déjà besoin de savoir, tiens, où est-ce qu'on s'est arrêté à la dernière séance. Et puis de temps en temps, ça permet de suivre l'évolution de la personne. Si on voit que ça bloque, d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Et donc, je vous invite, et je pourrais vous les envoyer, celles-là, dans le petit package par mail, il n'y a pas de souci,
à utiliser une feuille de suivi, une feuille par séance sur laquelle vous allez noter chaque fois les délais que vous avez utilisés. Est-ce que la personne a répondu correctement ou pas? Maintenant, il y a un autre outil qui existe aussi. C'est une application pour smartphone. Alors, il y a une application en anglais qui ne fonctionne que sur iPhone. C'est celle que je suis en train d'utiliser ici. Vous voyez, avec le petit chrono là qui défile le délai avant la prochaine fois que je pose la question. Elle m'envoie une petite alarme, elle affiche la question et ça me permet de poser la question directement à Véro. Je clique en disant elle a répondu correctement ou non correctement et ça calcule les délais tout seul et ça m'envoie les résultats après sur une petite feuille de synthèse. L'appli pour iPhone, elle est en anglais. Alors, il existe aussi une appli qu'on a créée avec un développeur d'appli qui n'est disponible actuellement que sur Android parce qu'Apple a revu son système et que donc il faut la retravailler pour Apple. Mais voilà, donc ces applis, elles sont payantes. On ne touche pas un centime dessus. Je pense que celle pour iPhone, elle doit coûter 5-6 $ et celle pour Android, elle coûte 7 € définitivement. Elle vous calcule les délais tout seul, vous pouvez paramétrer complètement les choses. Donc, pour les personnes qui voudraient vraiment utiliser la récupération espacée, je peux que vous recommander ce genre d'outil qui simplifie beaucoup la tâche. Sinon, vous devez être avec votre chrono à côté, calculer les chronos et être attentif au moment. Ok, comme le temps passe rapido, je ne vais pas vous détailler ceci, même si j'aurais beaucoup voulu, beaucoup aimé, parce que c'est intéressant, mais simplement vous dire qu'en fait, la récupération espacée fonctionne très très bien parce qu'elle potentialise en réalité un grand nombre de principes de base du fonctionnement de la mémoire implicite et de la mémoire procédurale, y compris un certain nombre d'outils de psychologie de l'apprentissage qu'on connaît bien. Par exemple, si on veut apprendre efficacement une compétence, il ne faut pas trop la travailler de manière quichée, répéter les mêmes essais. Vous voulez apprendre à faire des services correctement au tennis, il vaut mieux faire 10 fois 1 heure de service tous les 2 jours que 10 heures d'affilée. Vous apprendrez beaucoup mieux en espaçant la pratique, etc. etc. Je vais pas détailler plus pour… voilà. Je voudrais vous donner maintenant un certain nombre d'illustrations et d'exemples de cas concrets d'utilisation de la récupération espacée. Ça vous donnera peut-être une idée un petit peu plus claire de à quoi ça peut servir cette technique. Alors, je vous présente Daisy. Daisy, elle est américaine. Je vais vous montrer une petite vidéo qui présente Daisy. Et Daisy, elle vivait dans une maison de retraite aux États-Unis. Et Daisy, bien que tout à fait charmante, très courtoise, toujours à se balader avec son petit sac à main, Daisy rendait l'équipe complètement dingue, puisqu'elle demandait toute la journée à quelle heure est-ce qu'on mange. Quand je dis toute la journée, c'était plusieurs centaines de fois par jour. Ils ont coché, fait des petits suivis du nombre de fois où elle posait la question par jour. Et avant que je vous explique ce qu'ils ont fait avec Daisy, je vais reposer une petite question à Véro. Véro, est-ce que tu veux bien me redonner le nom de l'endroit où je passais mes vacances quand j'étais enfant? Post-Dunkerque. Exactement, Véro, c'est super. Merci. Et donc Daisy rendait l'équipe complètement dingue. Toute la journée, elle venait les voir en disant « Excusez-moi, à quelle heure est-ce qu'on mange ?» Daisy a des très gros troubles de mémoire. Et donc, ils ont travaillé avec Daisy par récupération espacée. Je vous montre une petite vidéo, non pas du déroulement de la séance, mais de ce qu'a donné le travail avec Daisy. Alors, hop, hop, hop. C'est bon, Véro, vous l'avez là? Oh, Ok, donc on est après l'apprentissage par récupération espacée et Daisy est avec la psychologue avec laquelle elle a travaillé ça. On est le matin, juste après le petit déjeuner, vous allez voir, ça a son importance. How was your breakfast this morning? It was good. What did you have to eat? What did I have to eat? I don't remember. Did you have orange juice to drink? Always juice. That's good for you, right? Ok, donc là, c'est simplement voir qu'on est juste après le petit déjeuner. Elle ne se souvient déjà pas du tout de ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Daisy a bien des troubles de mémoire. C'est la suite qui est plus importante et je vais vous demander d'être très attentif à la manière dont ça va se passer. Ça va aller assez vite et notamment de mettre votre attention sur sa main. Mm-hmm. And where can you look to find out what time meals are served? I have it right on my list right here. What time do you eat lunch Breakfast 8 today? o'clock, lunch at 1 o'clock, and dinner at 6. Ok, je vais vous le remontrer rapidement pour vous rendre compte combien sa main a été vite. C'était tout à fait automatique. Donc Daisy, elle oublie qu'elle vient de manger le petit déjeuner. Mais quand on lui demande à quelle heure, où est-ce que vous pouvez regarder pour connaître l'heure des repas,
automatiquement, inconsciemment, sans effort, vous comprenez que c'est ça qu'elle a travaillé par récupération espacée, elle va récupérer sa fiche. Je vous le remonte rapidement. What time do you eat lunch Breakfast 8 today? o'clock, lunch at 1 o'clock, and dinner at 6. Okay, so what will your next meal be today? My next meal, You just ate breakfast. yeah, So the next meal that you will lunch. eat is lunch. And what time is lunch? Lunch is at 1 o'clock. Okay. Voilà, donc là, vous voyez une illustration de comment répondre aux questions répétitives en créant une petite fiche avec la réponse à la question et en apprenant par récupération espacée à la personne où devez-vous regarder quand vous voulez savoir et mettre la réponse à la question répétitive. Et en pratiquant ça avec les délais de plus en plus longs, ça crée tout à fait une habitude de consultation. Et donc, pour la petite histoire, Daisy n'a absolument plus posé la question, bien qu'elle oublie ce qu'elle vient de manger comme repas. Voilà pour Daisy. Autre exemple. Alors, ça, c'est un truc qui est vraiment important aussi à évoquer, ces fameux dispositifs anti-chute. Alors d'abord, j'aime pas trop le nom anti-chute parce qu'ils n'empêchent pas de chuter. Ce sont surtout des dispositifs d'alarme qui permettent aux personnes de prévenir si elles sont tombées pour ne pas qu'elles restent seules chez elles pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, avec tous les risques que ça inclut. Et le problème quand vous utilisez des dispositifs comme ceux-là chez des gens qui ont des troubles de mémoire, c'est qu'en réalité, ils oublient de s'en servir. Et donc, le dispositif, en fait, n'aide pas et ne sert pas à grand-chose. Et voilà le cas d'un monsieur qui vivait à domicile, qui était accompagné par une équipe d'aide à domicile que j'ai formée à la récupération espacée. Et donc, effectivement, il n'utilisait pas son dispositif anti-chute et il a fallu quelques séances de récupération espacée pour lui apprendre à utiliser son dispositif. Et bien sûr, pendant la séance, ils avaient débranché le dispositif, il était désactivé. Donc, ils demandaient qu'est-ce que vous devez faire si à un moment donné vous tombez. J'appuie sur le bouton, allez-y, faites-le. Et il faisait le geste pour bien l'automatiser. Autre exemple, alors je n'ai pas trop le temps de vous le raconter de manière détaillée, je vais aller un petit peu vite, vous m'en excusez. Monsieur B, c'est un monsieur que j'ai accompagné pendant longtemps sur ses troubles cognitifs. Et un des problèmes qui se posait, il vivait à domicile avec son épouse, c'est que ce monsieur, quand il sortait pour aller acheter le pain et le journal, se perdait dans le village au point que son épouse ne souhaitait plus qu'il sorte. Et donc, on s'est mis d'accord sur le fait que s'il avait un moyen de prévenir son épouse qu'il s'est perdu dans le village, ça enlèverait les soucis. Et donc, le travail qu'on a fait avec lui, ça a été de lui réapprendre à utiliser son téléphone portable en mettant une petite fiche au dos, en programmant les numéros sur son téléphone. Et donc, ce que je lui ai appris par récupération espacée, ça a été d'abord à utiliser son téléphone de la manière suivante. Que devez-vous faire pour téléphoner avec votre portable? Je regarde sur la fiche au dos et j'appuie sur le numéro correspondant. Et donc, je lui ai fait pratiquer ça en séance. Alors, c'était à raison de 2 séances par semaine. Et j'avais demandé à son épouse de lui faire pratiquer au quotidien également. Il a fallu 1 mois, à raison de 2 séances par semaine, pour qu'il maîtrise totalement l'utilisation de son portable, en tout cas pour appeler ces 4 numéros-là. Il prenait son téléphone, il regardait au dos, il appelait, il n'y avait plus du tout besoin de lui rappeler quoi que ce soit. On lui a appris ensuite qu'est-ce que vous devez faire si vous vous perdez. Je prends mon téléphone et j'appelle mon épouse. De la même manière, j'avais demandé à l'épouse à chaque fois avant qu'il sorte de lui demander qu'est-ce que tu dois faire si tu te perds. Il montrait sa poche, il disait je prends mon téléphone et je t'appelle. Et ce monsieur a pu continuer pendant un bon paquet de mois à sortir. Il s'est perdu 2 fois et les 2 fois, il a pu appeler son épouse. Donc, on peut réapprendre de la même manière. Je sais qu'il y a Blandine qui est parmi nous, qui a appris à une dame à utiliser son micro-ondes exactement de la même manière, en mettant une petite fiche avec l'utilisation du micro-ondes. Et cette dame refusait le portage des repas et elle a pu continuer à se réchauffer ses plats elle-même plutôt que de se faire apporter des repas par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous devez faire pour utiliser votre four à micro-ondes? Je suis la fiche à côté du micro-ondes. Alors, cette dame, c'était dans mon service à l'hôpital il y a bien longtemps. Là aussi, je vais un peu vite. J'aurais aimé vous raconter tous les détails. Mais voilà une dame qui a des troubles de la marche vraiment importants, qui a un risque de chute important, qui aime bien se balader et bouger. Et comme il lui arrivait de tomber 2-3 fois, même sans gravité, le médecin et l'équipe ont dit on ne veut pas prendre de risque. Donc, on met une contention. Et évidemment, il se passe ce qu'il se passe habituellement.
C'est une dame qui a du caractère, donc elle commence à insulter tout le monde, elle hurle, elle devient agressive, elle donne des coups, elle griffe, etc., etc. Et donc, on a travaillé avec la kiné pour lui apprendre d'abord à se lever de la bonne manière, parce que c'était son problème, elle se levait en se penchant en avant, ça entraînait des chutes, et ensuite à penser à utiliser son aide de marche, à savoir son rollator. Parce qu'en fait, elle était capable de l'utiliser, mais elle oubliait de le prendre, d'où les risques de chute. Pour la petite histoire, la kiné a bugué au début parce que quand elle essayait de lui apprendre qu'est-ce que vous devez faire pour vous déplacer sans risque, prendre mon rollator, la dame ne comprenait pas en fait ce qu'elle lui disait. Il nous a fallu du temps pour nous rendre compte que le mot rollator ne lui parlait pas. Donc, je vous donne un petit tips, une petite technique. Quand vous mettez en place une aide externe, un carnet mémoire, ou que vous voulez lui apprendre à utiliser sa canne, son rollator, ou que sais-je, ou une alarme pour ne pas tomber, demandez à la personne comment est-ce que vous voulez appeler ceci. Donc, la kiné lui a montré, elle a dit, voilà, ça c'est pour vous aider à marcher sans risquer de tomber. Quel nom est-ce que vous voudriez lui donner? Et la dame a répondu, ma Harley Davidson. Et donc, quand on avait mis en place la séance, c'était qu'est-ce que vous devez prendre pour vous déplacer sans risque? Ma Harley Davidson. Et le fait que le mot vienne d'elle, que ce soit elle qui l'a donné, a renforcé évidemment la facilité de l'apprentissage, sans compter que ça l'a rendu bien fun puisque ça rigolait. Donc, cette dame, en 3 semaines, a appris les 2 composantes et a pu se déplacer sans risque. Alors, l'équipe est venue se plaindre en disant qu'elle déambulait quand même beaucoup. Moi, j'ai répondu, elle déambule certes, mais sans risque. Autre exemple pour une dame qui vivait à domicile. Alors celui-là, il a été publié dans une étude de l'équipe de l'Université de Liège. C'est un très joli cas clinique d'une dame qui vivait à domicile, qui a des troubles cognitifs, des troubles de mémoire bien réels, mais pas encore trop sévères. Et je vous raconterai son histoire dans un instant. Mais d'abord, Véro, tu veux bien me rappeler le nom de cet endroit à la côte belge où je passais mes vacances quand j'étais enfant? Ost-Dunkerque. Exactement. Merci, Véro. Et donc, cette dame avait un problème d'incontinence urinaire qui était très gênant pour elle, en réalité parce qu'elle oubliait d'aller aux toilettes du fait de ses troubles de mémoire et qu'elle ne le ressentait pas beaucoup. Ce qu'ils ont mis en place, c'est une alarme que vous voyez là, et ils lui ont appris par récupération espacée. Qu'est-ce que vous devez faire quand vous entendez l'alarme sonner? Réponse, c'est le moment d'aller aux toilettes. Alors, vous voyez sur le graphe qui est là, plusieurs périodes. La période A1, c'est la période avant le début de l'apprentissage. Et vous voyez que sur 2 semaines, elle a en moyenne eu 1 accident et demi par jour. Donc, par jour, en moyenne, 1 fois et demie, elle oubliait d'aller aux toilettes, elle avait un accident, donc entre 1 et 2 fois par jour. La période B1, c'est quand l'apprentissage a été mis en place. Et vous voyez que tout au long de ces semaines, il n'y a plus un seul accident. Il y a eu une période où elle a perdu l'alarme, où l'alarme était déchargée. Je ne sais plus exactement ce qu'il disait dans l'étude. Et donc, on a vu que sans l'alarme, il a recommencé à avoir des accidents. Quand l'alarme a été remise en place, de nouveau, plus d'accidents. Et puis, ils ont refait un test pour la recherche, pour l'étude, bien entendu, avec son accord, pendant lequel ils ont enlevé l'alarme à nouveau. On a vu que les accidents revenaient. Donc, c'est bien l'alarme qui lui permettait de garder sa dignité et de ne plus avoir ces problèmes d'incontinence. Donc, voilà une utilisation de la récupération espacée pour régler des problèmes de continence. Alors ça, c'est un exemple de recherche. En réalité, il y en a eu un très, très grand nombre. Je pense que c'est une des approches non pharmacologiques dans le champ du vieillissement qui est la mieux documentée par la recherche. Il y a des dizaines, voire, à mon avis, des centaines de recherches sur la récupération espacée. Contactez AG&D si vous voulez avoir accès à certaines de ces recherches. Il y en a vraiment un gros paquet. Et donc, dans la littérature, on observe que la récupération espacée a été utilisée pour un très grand nombre d'apprentissages différents. Alors, très rapidement, apprendre à savoir où sont rangés un certain nombre d'objets, où retrouver ma chambre, etc. Apprendre la mémoire prospective, c'est à se souvenir d'une action à faire dans le futur. Par exemple, qu'est-ce que je dois faire quand j'entends sonner l'alarme? Aller aux toilettes ou prendre mon médicament. On peut réapprendre le nom de personnes, même si je pense que la récupération espacée, à mon avis, n'est pas l'approche que je recommande le plus. En général, je recommande plutôt pour les noms de personnes d'utiliser, vous savez, une approche comme celle que je porte là, beaucoup plus efficace économiquement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'efforts à faire pour un même résultat. Récupération espacée très, très efficace pour apprendre à utiliser une aide externe sur laquelle il y a la réponse à une question, ou par exemple utiliser la signalétique. Qu'est-ce que vous devez faire pour vous orienter dans l'établissement, suivre les affichages?
Qu'est-ce que vous devez faire pour savoir ce qu'on mange aujourd'hui? Allez regarder sur le menu et ainsi de suite. Il a aussi été démontré que la récupération espacée est très efficace pour l'apprentissage d'activités de base de la vie quotidienne, de type habillage, se brosser les dents, aller aux toilettes, qu'est-ce qui me manque, enfin, toutes ces tâches de l'alimentation. On peut réapprendre à des personnes à recréer l'automatisme d'alimentation avec la récupération espacée, utiliser des objets de la vie quotidienne. On a parlé d'un micro-ondes, d'une machine à café, etc. Et puis, très efficace aussi pour la rééducation des troubles de la marche, des troubles de la déglutition. Il y a des papiers tout récents là, de l'année dernière, réutiliser sa plaque à induction. Merci Blandine, je confirme. Qui ont montré aussi qu'on peut réapprendre des comportements de contrôle de l'alimentation, notamment pour les personnes qui ont tendance à s'alimenter de manière beaucoup trop rapide ou à mettre tout à la bouche. Papier tout récent qui vient montrer qu'on peut canaliser ces comportements par récupération espacée. De la même manière, dans la littérature scientifique, il est montré que la technique fonctionne avec tout type de pathologie. Donc, ce n'est pas réservé à la maladie, soi-disant maladie d'Alzheimer, mais ça marche aussi chez des personnes qui ont des lésions cérébrales focales après AVC, trauma crânien ou tumeur cérébrale. Il y a eu des travaux super jolis de Cameron Camp et puis d'autres équipes dans la démence liée au HIV qui, en général, entraîne des troubles de mémoire extrêmement importantes, des syndromes de Korsakoff. Et puis, on avait mené un travail avec mon collègue et ami, le professeur Stéphane Raffard, en milieu psychiatrique avec des personnes qui ont reçu un diagnostic de schizophrénie. Ok, c'est très beau tout ça. J'espère que je suis en train d'envoyer du rêve. Et en même temps, super, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche pas? Alors, il y a plusieurs choses à faire. Je suis un peu pris par le temps, mais je vais quand même me l'accorder. Et puis, on pourra arriver tout doucement aux questions et réponses. Première chose, s'il y a un blocage. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un blocage? Souvent, c'est une personne qui ne passe pas un délai. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à ce délai-là, ça bloque. Première réponse à faire dans ces cas-là, utiliser des délais intermédiaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si à 8 minutes ça bloque, au lieu de faire 4-8, on va faire 4, 5, 6, 8. Si ça ne marche toujours pas, il y a un certain nombre de personnes, surtout quand les troubles cognitifs sont sévères, qu'il y a beaucoup de troubles associés ou de comorbidités associées, qui vont bloquer, mais parfois même dès le début. Et donc, il y a une approche qui est assez efficace, voire extrêmement efficace, qui va être d'utiliser une petite carte réponse. En réalité, on va écrire sur un papier la réponse à la question. Par exemple, dans le cas de Madame Durand, j'écrirai Os Dunkerque. Et on va demander à la personne, on va lui poser la question. Elle a la carte avec la réponse devant elle, mais face cachée. Et quand on lui pose la question, on va l'inviter à retourner pour lire la réponse. Et en réalité, de cette manière-là, on va commencer à créer un automatisme, à créer une habitude, une routine. La personne va de plus en plus facilement enregistrer l'information jusqu'au moment où elle connaîtra la réponse. Ce que je vous propose là, c'est de vous montrer une petite vidéo. Alors, la vidéo est de mauvaise qualité, c'est une très vieille vidéo de Cameron Camp qui fait une séance de récupération espacée avec une dame, vous allez voir, avec qui ça ne marche pas. La vidéo, elle date du début des années 90. Les sous-titres sont un peu pourris, vous nous en excusez, mais vous allez voir vraiment cet apprentissage, comment on peut contourner le moment où ça bloque. Alors, nouveau partage. Ok, elle est là. Ok, donc je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Je ferai un ou deux arrêts pour vous expliquer une ou deux petites choses intéressantes. Attendez. Okay. On y va. On y va. Ouais. Well, I have a friend, and I'm trying to introduce her to people here at Menora Park. That way, when she comes to work with people, they'll already know her name. I'm going to try to make her feel welcome. Okay? Ce que Cameron essaie de faire ici, c'est quelque chose d'important sur lequel j'ai peut-être pas assez insisté, mais il faut que la personne comprenne pourquoi elle est en train d'apprendre quelque chose. Donc, il faut prévenir la personne qu'on va le travailler, il faut bien lui expliquer, il faut que l'apprentissage ait du sens pour elle. Sinon, vous n'avez aucune chance que ça fonctionne. She hasn't come here yet, but I'm trying to show people who she is so that they'll know who she is and they'll know her name. And this is my friend.
Is this a lady? Yes, yes. Right. And her name is Sophie Frankel. What's her name? Sophie Frankel. Perfect. We're going to try to remember her name by practicing every once in a while. Okay? Well, I don't know. You sound good for this. Right. Il y a quelque chose qui se passe qui est important ici. Alors d'abord, il y a une assistante de recherche que vous ne voyez pas qui est derrière Cameron. Et la dame, elle est stressée. Et ça se voit, vous voyez, elle a peur d'échouer. En fait, les personnes qui ont des troubles cognitifs ont l'habitude d'échouer régulièrement. Et donc, on voit le stress. Et elle regarde l'assistante et elle dit non, mais je pense que vous êtes bonne pour faire ça. Donc, elle n'a pas du tout envie qu'on lui pose plein de questions, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Right. And what's her name again? Hello. Sophie Sophie Frankel. Frankel. That's right. You remind me of this what we're going through. That's right. Very And I similar. hope she's gonna take it in because I just like to listen and we'll see. And what's her name? Donc là, vous voyez que même avec des délais très courts, c'est un carnage. C'est le genre de moment où on abandonne. En tout cas, moi, je me dis, OK, c'est pas la peine, on va pas y arriver là. On rame. Chloe, or is it Sophie? Sophie Frankel. Frankel. Sophie Frankel. What's her name? Sophie? Yes, Sophie? but I just can't do it. Alors là, il y a le stress qui participe, etc. Normalement, vraiment, c'est le moment où on dit stop. Et là, vous allez voir comment Cameron Camp va travailler pour essayer d'aborder les choses différemment. What's that? Sophie Frankel. Right. So we'll make it easier. Whenever I ask you what her name is, all you have to do is lift it up and say, what? Just do it right here. What does this say? Sophie. And this is Frankel. That's it. Sophie Frankel. Mm-hmm. So whenever I ask you what her name is, we'll just turn this thing over and read it. Okay? What is your name? Anna. Regardez bien ce qui va se passer avec l'assistante de recherche parce que c'est quelque chose de très amusant. Vous allez voir la différence entre la fameuse mémoire épisodique qui est très altérée chez cette dame. Elle n'enregistre pas ce qu'on lui dit. Et la mémoire procédurale, la mémoire implicite qui, elle, est préservée. I can't remember everybody's name. No, it's tough. But what's her name? Turn it over. What does that say? Sophie Frankel. That's perfect. That's very good. And we'll just turn this over whenever I say what's her name. And that way we can just read it. Well, already I just forget. See, so this way all we have to remember is to turn it over. So don't get mad. My friend, you have a beautiful time, really. Each one. So How many children do you have? I have no children. No children. No, Okay. I've got 3. that's nice. What's her name? Regardez sa main. Well, where will I get her name? I forget what they are. What's her name? Sophie Frankel. That's perfect. You did excellent that time. What's her? Alors, bien sûr, on a coupé les délais parce que sinon, les délais s'allongent et la vidéo serait trop longue. Donc, il lui repose la question après un délai plus long. But how do you know? Et regardez sa main. Il n'y a plus besoin de la guider. Elle est en train de créer cette habitude, cet automatisme. I know. Et elle dit, mais comment est-ce que je pourrais savoir en retournant la fiche? Donc, elle ne se souvient pas d'avant, mais sa main se souvient. Le fait de pratiquer crée cette habitude. This is Sophie Frankel. That's Sophie Frankel right here. Very And what is your name? Anna. Par contre, good. Bid, and they didn't know why I was bidding. They didn't know what I was asking. Now, what's her name? Well, okay, vous voyez là, but Sophie Frankel. You're absolutely correct. Boy, you're getting good at this. You're getting very good. Come, honey. You're going to sit right next to me and talk to me.
Et là, il vient de se passer quelque chose et je voudrais m'arrêter une seconde là-dessus. Regardez comme elle est plus en confiance. C'est-à-dire que le fait qu'elle trouve la réponse elle-même, le fait qu'elle soit en train d'apprendre, même inconsciemment, fait qu'elle ne sait pas trop pourquoi, elle se sent beaucoup plus détendue et beaucoup plus à l'aise qu'au début, quand elle ne sait pas répondre. En fait, c'est ce qui se passe chez tous les humains. Vous savez ce qui se passe quand on nous pose une question et qu'on ne sait pas répondre parce qu'on ne se souvient pas. Et ce qu'on ressent quand, bah oui, la réponse, on la sait, point. C'est exactement ce qu'on voit chez elle. Donc, l'assistante de recherche est venue s'installer à côté d'elle. And after I leave, you can talk all you want about me, and I wouldn't swell. They managed to get something that's that's it. That's it. And after I leave, you can talk all you want about me, and I wouldn't be. Well, you know what? After you leave, you can talk all about me all you want, and I don't mind either. Oh well, I can say just a few words. Could you? And what's the name? Vous voyez la différence entre ce qu'elle pratique et ce qu'on lui dit. Ils oublieront ce que vous leur direz, ils retiendront ce que eux pratiqueront et ce que eux diront. La clé, elle est vraiment là. Yeah. Anna. You know how you can cheat? You can look at my card. Oh yes, yes. Mm-hmm. And what's her name? This one is Sophie Frankel. You're so right. You're absolutely correct. That's what her name is. The age and everything, where you can get on her. What's yours? Yes, and do more that we want to do these days. What is your name again? Et ça veut toujours pas rentrer. Tant qu'on lui dit, elle oubliera. Anne. I went out of there and dusted the dust off my shoes so I wouldn't carry any of that sun with me when I left. That's a long time ago. Now, what's her name again? Her name again is Sophie Et vous voyez, elle est en train d'apprendre le nom également Frankel. That's excellent. au fur et à mesure des répétitions. Ça, c'est vraiment l'illustration de ce qui se passe, je pense, la meilleure illustration possible de ce qui se passe pendant une séance de récupération espacée. Et donc, c'est aussi une technique que vous pouvez utiliser pour contourner les troubles de mémoire. La réponse à la question, elle est écrite sur une fiche et vous faites pratiquer à la personne à des délais de plus en plus. Si ça marche malgré tout, toujours pas, eh ben on va faire une chose qu'on fait beaucoup dans Montessori. Je mets le geste qu'on associe d'habitude, on va se demander pourquoi. Il y a un certain nombre de questions à se poser. Est-ce que les séances sont trop espacées? Est-ce qu'il y a des renforcements au quotidien? Est-ce que l'apprentissage a du sens pour la personne? Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce qu'elle est motivée à apprendre? Quelles sont les capacités de la personne? Est-ce qu'on est une personne qui a des capacités suffisantes pour comprendre ce qu'on lui demande, pour donner la réponse? Est-ce qu'on est à un bon moment de la journée ou est-ce que c'est un moment où elle est plutôt down, etc., etc. Donc, observer, demander à la personne, échanger avec elle. Souvent, on trouve, il reste, en tout cas dans la littérature scientifique, certaines personnes qui n'apprennent pas ou c'est trop laborieux, mais je vous assure que c'est un outil qui permet de répondre à un grand nombre des challenges. Allez, je conclue en vous disant quelques mots, parce que je suis bien à la bourre. Juste pour dire ceci, la récupération espacée, c'est un outil. C'est un outil dans une mallette à outils. J'aime bien dire à des équipes qui sont déjà formées à Montessori et que je peux former à la récupération espacée, de dire que c'est vraiment un complément à Montessori. Ça ne répond pas à tout. Et surtout, ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil qui s'inscrit dans une démarche globale. Je pense que c'est un outil extrêmement intéressant pour les rééducateurs, pour diminuer les challenges liés aux troubles cognitifs, notamment aux troubles de mémoire dans la vie quotidienne. Mais on ne peut pas faire l'impasse de s'inscrire dans une démarche globale et cohérente, s'adapter à la personne, pas insister quand il ne faut pas insister, etc., etc. Prendre vraiment le temps de déterminer de quoi elle a besoin. Est-ce que vraiment elle a besoin de mémoriser, d'apprendre quelque chose? Et puis se rappeler qu'il faut impérativement, autour de la récupération espacée toute seule, réfléchir à mettre en place un système en s'appuyant sur les aidants, en s'appuyant sur des équipes et des professionnels qui permettent de maintenir et de lui faire pratiquer ce qu'elle a appris au quotidien. Sinon, à court ou à moyen terme, ça se perdra. Et donc, on garde cette idée de use it or lose it. Voilà, j'ai débordé d'un quart d'heure, mais on avait pris un peu de temps pour commencer avec le petit sondage, etc. Donc, je vais m'arrêter ici.
Et maintenant, place à vos questions. N'hésitez pas à me dire si j'ai été clair, parce que c'est vrai que sur un sujet comme la récup espacée, j'ai absolument pas de retour et de vision. Et donc, voilà. Je vais aller regarder vos questions. Je rajoute juste une chose, Jérôme, par rapport aux questions qui ont été posées. Il faudrait pouvoir mettre ou le nom ou les liens pour les applications que tu as citées. Alors, ils étaient sur les diapos, mais je vais vous les redonner. Pour l'application Android, je pense que vous devriez la trouver assez facilement. L'application s'appelle Récupération espacée. Je pense que ça devrait aller. Donc, vous cherchez dans le Google Store ou le Play Store, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Récupération espacée, vous tomberez dessus. Celle pour iPhone, je vais vous la réafficher. J'avais mis le nom ici, c'est Space Retrieval Therapy. Mon Cathy dit c'est très clair. Ok. Déjà. Et merci Fred, je vois le petit. Alors, je vais prendre les questions. Ok, je les prends dans l'ordre. Comment transférer l'apprentissage? Alors, Barbara, je vais garder votre question. Donc, utilisez l'onglet Q&R de préférence pour les questions. Ça permet de voter, ça permet de les faire remonter. Barbara, j'ai vu votre question, mais je vais commencer par les précédentes. Alors, Emmanuel, vous mettez, du coup, la dame doit garder la fiche. J'imagine que vous parlez de la dame à qui on a appris l'heure des repas. Ou alors peut-être je ne sais pas en fait, si vous parlez de Sophie Frankel, ou parce que c'est arrivé. Alors, dans le cas de la dame avec l'heure des repas, on lui a appris à regarder sur la fiche pour avoir l'heure des repas. Donc la réponse, c'est oui. La question dans le cas d'utilisation de la fiche, c'est il faut juste qu'elle ait la fiche toujours au même endroit. Ça peut être dans son sac à main, ça peut être attaché à son fauteuil roulant ou à son rollator si elle a une aide de marche ou à sa canne. Ça peut être dans un tiroir de sa chambre, scotché sur la table de nuit, peu importe, mais il faut impérativement trouver un endroit stable puisqu'on va apprendre à la personne d'avoir l'habitude d'aller chercher la réponse à sa question toujours au même endroit. Dans le cas de la dame qui a appris Sophie Frankel, non, elle ne devra pas toujours avoir la fiche. On l'a vu d'ailleurs sur le dernier essai que je vous ai montré. Elle fait cette personne, elle s'appelle Sophie Frankel. Et donc, en fait, à force de lui faire lire la bonne réponse, donc de lui faire dire la bonne réponse à des délais de plus en plus longs, elle finit par l'automatiser et ne plus avoir besoin de la fiche. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Rajoute-moi une question en parallèle. Et si tu as quelqu'un qui est aveugle? Alors, si on a quelqu'un qui est aveugle, eh bien, on va pouvoir, par exemple, tout dépend de ce que la personne a besoin d'apprendre. C'est un réflexe qu'on a avec Montessori, avec la récupération espacée. La question, ce n'est pas tellement ce qu'il a plu, mais plutôt quelles sont ses capacités et ses besoins. Deux exemples rapides. On pourrait utiliser un dispositif audio avec un message enregistré avec la réponse à la question qu'elle se pose et lui apprendre par récupération espacée qu'est-ce que vous devez faire quand vous voulez avoir des nouvelles de votre fille, par exemple. Prendre le nom du dispositif audio et appuyer sur le bouton et elle écoute. Donc, par exemple, ça serait une piste s'il y a besoin d'une réponse audio. Je vous donne un autre exemple, une autre histoire très vite de ma collègue et amie Joanie, qui fait partie de notre équipe, qui a travaillé en EHPAD avec un monsieur qui était aveugle, qui urinait sur les sols dans sa chambre. En réalité, parce qu'il ne trouvait pas les toilettes, évidemment, les toilettes étaient accessibles depuis sa chambre, mais comme il était aveugle, il ne pouvait pas y aller et il oubliait. Donc, ce que Joanie a fait, c'est qu'elle a tiré un fil de son lit jusqu'aux toilettes dans la salle de bain et elle a appris au monsieur par récupération espacée qu'est-ce que vous devez faire quand vous voulez aller aux toilettes? Réponse, je suis mon fil d'Ariane. Et donc, avec le toucher, il suivait le fil. Et donc, voilà, la question, c'est partons des capacités de la personne et voyons quels sont ses besoins. Alors, Sylvie, que fait-on si la personne vit la réponse fausse comme une mise en échec? Je vais vous demander de bien observer, je vais le refaire avec Véronique pour vous expliquer. L'idée, c'est jamais de lui dire que c'est un échec, en fait. L'idée, c'est simplement, quand elle donne une mauvaise réponse, de lui redonner la bonne réponse et de lui faire reformuler. Et comme elle va reformuler, elle va terminer chaque essai par la bonne réponse et elle ne va pas garder cette sensation de l'échec. Donc, c'est un peu technique et en même temps, il faut juste être très naturel. Il suffit de pas lui dire « non, c'est pas ça, c'est… » mais plutôt de le faire comme ceci. Véro, est-ce que tu veux bien me redonner le nom de l'endroit où je suis né, en te trompant? Saint-Malo. C'est Oostdunkerque.
Tu veux bien me le redire? Ost-Dunkerque. Exactement. Et donc, vous voyez, quand la personne se trompe, je lui fais juste répéter la bonne réponse et quand elle la donne, je lui dis exactement. Et je valide le fait qu'elle a terminé en donnant la bonne réponse. Malgré tout, pour la personne, c'est trop stressant. De nouveau, je vous l'ai dit, arrêtez-vous là. C'est que ce n'est pas une bonne candidate. Mais vraiment d'expérience, si vous mettez un peu l'erreur de côté juste en lui faisant répéter la bonne réponse et que vous validez à chaque fois qu'elle répond correctement, il se passe ce que vous avez pu voir avec Sophie Frank. Voilà, j'espère que je réponds à vos questions. Alors, je prends la question de Charlotte. Est-ce que j'essaye malgré un MMS très bas, inférieur à 10 par exemple? Je ne vous ai pas présenté toutes les recherches, mais il y a eu un très beau travail d'une chercheuse américaine qui s'appelle Michelle Bourgeois. Et dans son travail, elle a appris l'utilisation d'aide externe à des personnes vivant en EHPAD qui avaient des MMS qui allaient de 8 à 20. 8 à 20, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des troubles cognitifs sévères. Ce qu'elle a montré dans son papier, c'est que le MMS n'était pas du tout un prédicteur de la capacité à apprendre par récupération espacée. On ne peut pas dire qu'une personne, parce qu'elle a un MMS bas, ne va pas pouvoir apprendre par récupération espacée. Ça dépend de plein d'autres choses. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui avaient des MMS inférieurs à 10. Ma recommandation, c'est ne regardez pas le MMS pour décider. Une chose que vous pouvez faire, c'est faire un tout petit essai de récupération espacée avec la personne. Par exemple, vous ne portez pas de badge et vous commencez à lui apprendre votre nom, juste votre nom. Donc, vous lui dites, donc c'était qui avait posé la question? C'est vous, Charlotte. Ben voilà, mon nom, c'est Charlotte. Est-ce que vous voulez bien me le redire? Et puis, vous lui redemandez après 10, 20 et 30 secondes. Et si la personne arrive jusqu'à 30 secondes, qu'elle répond correctement à ces 3 délais, il y a beaucoup de chances pour que vous puissiez mettre en place de la récupération espacée. OK? Bien sûr, au moins, la personne aura des difficultés importantes. Merci Amira et je vous dis au revoir. Bonne soirée Anira et à bientôt. Et on vous envoie ça. Donc, au plus les troubles sont légers, au plus c'est facile d'apprendre par récupération espacée, bien sûr, mais ce n'est pas parce que les gens ont des troubles sévères qu'il ne faut pas aller explorer un petit peu ce qu'on peut. Alors, je vais prendre la question de Barbara. Comment transférer l'apprentissage d'une photo à la personne en vrai? D'expérience, ça ne marche pas très, très bien. En réalité, le risque en plus, c'est que la personne peut changer de look par rapport à une photo et ça peut être très problématique. Si vous apprenez mon nom mais que je décide de me raser la barbe, la personne ne me reconnaîtra peut-être pas. Il y a des techniques un peu complexes, un peu techniques pour travailler là-dessus, mais vraiment, je recommande beaucoup plus, sauf une personne vraiment importante, il faut une photo récente, et vous pouvez utiliser des signes distinctifs du visage. Je vous recommande vraiment plutôt d'avoir un entourage qui n'hésite pas, s'il y a une difficulté de reconnaissance, à porter un badge, c'est plus simple, plus efficace. Raison pour laquelle on peut apprendre le nom d'une personne sur base d'une photo, le transfert à la vie quotidienne est très fluctuant. Il y a des gens chez qui ça marche très bien, d'autres c'est plus problématique. Alors, ce monsieur a 4 touches, comment choisit-il? Ok, vous parlez de monsieur B, qui a appris à utiliser le téléphone. Donc, ce n'était pas un smartphone. Ça, c'est une première chose. C'était à l'époque où il y avait encore d'autres téléphones, mais ça existe encore. C'était un vieux Nokia, les fameux 3310. Il était capable d'identifier les touches. Donc, il y avait les numéros sur son téléphone. C'est avec lui qu'on a dit quels étaient les numéros importants pour lui. Il m'a dit le portable de Marie-Claire, la maison, Antoine qui était son fils, et puis il a dit les secours, on ne sait jamais, c'est important. On a programmé les touches, on peut programmer à l'avance chaque touche, et donc sur une pression longue, ça appelle directement. Voilà, je ne suis pas sûr de bien comprendre le sens de votre question, donc n'hésitez pas à mettre dans les questionnaires, enfin dans le conversé si vous voulez des précisions. Mais donc, en fait, je lui ai appris à regarder au dos de son téléphone. Il regardait, il voyait pour appeler la maison touche 1. Moi, je lui demandais est-ce que vous voulez bien appeler la maison. Il regardait, il appuyait sur la touche 1, il appelait la maison. Ça, c'était pendant les séances. Et après, quand en balade ou autre, eh bien, il choisissait la touche qu'il voulait appeler. Voilà, je ne sais pas si je réponds correctement. Cathy, est-ce que c'est bon pour vous? Ok, j'ai pas plus d'infos, donc je vais considérer que oui, puis si vous voulez reposer la question, voilà.
Alors, Myriam, un exemple concret, récupération espacée, schizophrénie. Alors, en fait, on a mené un travail de recherche, on a fait une ou deux bêtises méthodologiques qui fait qu'il est non publiable. On a essayé de le publier dans des revues de recherche. Très rapidement, ce qu'on a travaillé avec ces personnes affectées de schizophrénie, c'est le fait de se souvenir de faire quelque chose dans le futur. On sait que c'est un problème majeur chez les personnes qui ont un diagnostic de schizophrénie. Et donc, ils ont tendance à oublier de se rendre à des rendez-vous, d'oublier de prendre leur traitement, ce qui peut être un des trucs évidemment les plus problématiques parce que ça peut déclencher des crises psychotiques aiguës, etc. Nous, on leur a fait apprendre un truc qui n'avait rien à voir avec la vie quotidienne, c'était un projet de recherche. On leur a appris à aller appuyer sur une pointeuse pendant une semaine, matin, midi et soir. Donc, on leur disait qu'est-ce que vous devez faire matin, midi et soir au moment des repas. Je vais appuyer sur la pointeuse. On a comparé une seule séance de récupération espacée versus ce qu'on appelle du traitement comme d'habitude. C'est-à-dire, on leur a dit, n'oubliez pas, hein, vous devez aller appuyer sur la machine matin, midi et soir. Vous voyez, dans un cas, on leur fait répéter, dans l'autre cas, on leur répète. Dans le petit projet de recherche qu'on a mené, dans le cas où on a utilisé la récupération espacée, on était à 94% d'appui correct, c'est-à-dire de moments où ils n'ont pas oublié d'appuyer. Dans la condition où on leur avait juste dit de s'en souvenir, on était à 30%. Et donc, voilà, l'idée, c'est que peut-être si on leur fait rappeler en utilisant ces délais de plus en plus longs, ils vont ancrer l'information, là où, quand on leur dit, ils oublient. Et donc, vous voyez, c'est vraiment le truc, c'est qu'on passe par les mauvais canaux de la mémoire, et après on dit, ouais, mais ils ne retiennent rien, de toute façon, on ne peut pas leur faire confiance. Alors, en plus, avec toute la stigmatisation qui va dans le cadre de la schizophrénie, alors que si on utilisait une technique comme la récupération espacée, on a des chances qu'ils retiennent beaucoup plus les choses. Alors, Emmanuel, je garde votre question sur est-ce qu'il y aura d'autres séances. Je me la garde de côté. Je vais essayer de voir. Alors, il est 19h. Julien, à mon avis, il y a une question tout en bas, la dernière. C'est l'exemple que tu as fait, toi. Peut-on essayer de faire mémoriser plusieurs informations en même temps? Alors, vous donnez l'exemple, Julien, numéro de chambre et couloir. La réponse, c'est n'essayez pas. J'ai essayé, j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables. N'essayez pas de faire 3 apprentissages. Par exemple, quel est le numéro de votre chambre? Ensuite, quel est votre étage? Ensuite, dans quel couloir? Ça fait des apprentissages qui vont se télescoper. De manière générale, on fait un entraînement par récupération espacée à la fois et on passe à un autre la fois d'après. Deuxième chose, dans votre cas, on pourrait se dire, oui, mais on ferait une seule réponse qui, au revoir Sylvie, une seule réponse qui contient numéro de chambre, étage, couloir. Par exemple, ma chambre, c'est la numéro 52 au 5e étage dans le couloir de gauche. Et ça pourrait marcher. Le risque, c'est que la réponse soit trop longue et que la personne ait du mal déjà juste à la répéter, à perdre le fil, etc. Ce que je vous recommande dans un cas comme celui-là, c'est de faire une fiche. Faites une fiche avec toutes les informations et apprenez à la personne, quand il y a plusieurs informations, apprenez à la personne, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver ma chambre? Je lis les informations sur la fiche. C'est la 52 au 5e étage, couloir de gauche. On va vérifier et vous accompagnez la personne. Donc, surtout pas plusieurs apprentissages à la fois, surtout s'ils se télescopent. À la limite, si vous avez la kiné qui travaille, se lever avec les accoudoirs pendant les séances et que vous travaillez sur le numéro de la chambre, pourquoi pas? Mais pas plusieurs apprentissages en même temps. C'est quoi? Alors, il reste beaucoup de questions. Alors, je vais, Sandrine, très rapidement, est-ce qu'on peut utiliser des délais plus espacés dès le début quand la personne a des troubles cognitifs plus légers? Vous pouvez tout essayer et vous vous ajusterez aux personnes. Moi, je vous recommande, quand il y a des troubles cognitifs plus légers, de rester sur les délais traditionnels, c'est-à-dire 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. C'est ce que j'ai fait avec Véro. Et vous avez vu, c'est juste au début où on pose un peu beaucoup la question et après, ça s'espace très rapidement. Le risque, si vous utilisez des délais trop longs dès le début, c'est que vous allez souvent devoir revenir en arrière. Ça va assez. Charlotte, est-ce que pour le monsieur qui se perdait dehors, si jamais sa femme lui demande avant qu'il ne sorte et qu'il ne se rappelle plus, n'est-ce pas anxiogène pour son accompagnante? Bien sûr que si, c'est pour ça que d'abord, on le travaille beaucoup avec lui en séance pour avoir créé l'automatisme.
et ils n'ont recommencé les sorties que quand, avec moi, c'était automatisé en séance. Comment s'y prendre lorsqu'une erreur est amorcée et que la personne persévère sur cette erreur? De nouveau, avec la récupération espacée, ça peut arriver une fois de temps en temps, surtout sur les débuts, mais le fait de faire donner la bonne réponse à la fin de chaque essai et de repartir sur des délais courts fait que l'amorçage de l'erreur, la répétition de l'erreur, finalement, n'est pas massive. Et si elle se produit toujours, vous utilisez de nouveau, comme vous avez vu avec Sophie Frankel, une petite fiche avec la bonne réponse et vous invitez la personne à lire la fiche. Est-ce que je pourrais vous partager la fiche de récupération espacée? Oui. Demain, nous vous faisons un mailing avec une petite synthèse, rapidement les points clés et la fiche de récupération espacée. C'est parfait. Les limites de la récupération espacée. C'est la question de Mareva. Alors, il y a deux types de limites. Les limites, si la compréhension orale et écrite sont altérées, oui, bien sûr, des personnes qui ont des troubles sensoriels sévères, des troubles de compréhension sévères, ça peut être problématique. Et parfois, il faut d'abord travailler beaucoup sur retaper la personne, même physiquement, pour pouvoir l'utiliser. Pour moi, les limites de la récupération espacée, elles sont aussi au niveau d'un système. J'ai formé des équipes, j'ai formé des professionnels et ils l'ont très peu utilisé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de dysfonctionnement, à mon avis, institutionnel, qui fait que les soignants ne voulaient pas travailler le renforcement dans la vie quotidienne. Ça poser la question une fois par jour à la personne, etc., etc. Donc, c'est plus à ce niveau-là qu'on peut trouver des difficultés. Et puis, il y a un dernier exemple, il y a des gens aussi qui sont parfois très fluctuants. Il y a eu une jolie publication d'une dame qui a réappris à utiliser sa cuisinière électrique. Cette dame avait un diagnostic de maladie à corps de Lévy et donc elle avait des phases on et off, comme on peut trouver dans les démences parkinsoniennes. Et donc, dans les phases off, c'était vraiment un état confusionnel quasiment qui s'installait. Et là, elle ne pouvait pas utiliser ce qu'elle avait pourtant très bien appris par ailleurs. Puis, quand les phases off passaient, là, elle pouvait l'utiliser. Cathy, je vois votre question. Comment il sait qui il doit appeler? Oh, mais c'est très facile. Ce monsieur a juste une maladie d'Alzheimer et des troubles de mémoire. Mais par contre, quand il se perd, il sait très bien qu'il veut appeler son épouse. Et donc, il essayait soit à la maison, soit sur son portable. Et c'est lui qui a exprimé. Je vois des questions qui arrivent plus rapidement que mes réponses. Alors, non, il en reste plus de masse. OK. Il y a Anne-Rose qui a une question sur horloge, opération temporelle. J'ai un problème avec vous. C'est tout le monde là aussi. Ouais. Oui. Vas-y, reparle. Je pense que c'est passé. OK. Anne-Rose, comment procéder pour la consultation d'un outil qui facilite le repérage temporel, par exemple l'horloge à date? Alors ça, c'est vraiment très facile à faire par récupération espacée. Si la personne est désorientée et qu'elle a besoin, c'est important pour elle de savoir quel jour ou quelle heure il est, vous lui apprenez, vous lui demandez quel nom donner à cette horloge, mettons qu'elle choisisse de l'appeler l'horloge, et vous allez lui dire où est-ce que vous devez regarder pour savoir quelle heure ou quel jour il est? Réponse sur l'horloge. Allez-y, dites-moi l'heure et vous faites pratiquer à la personne. Donc, ça vraiment quelque chose qui est facile à entraîner par récupération espacée. Pasquale, il va falloir qu'on aille à la plage pour pouvoir le vivre. Il va falloir que tu me fasses pratiquer pour que je puisse enregistrer la réponse. OK. Oui, Blandine, merci pour ton exemple. Je sais que toi, tu as beaucoup travaillé avec la récupération espacée. Et donc, voilà, un monsieur pour retrouver le chemin de sa chambre à la salle à manger, une aide externe qui lui donne les étapes de son trajet posées sur le déambulateur. Et c'est extrêmement simple. Voilà, je vais m'arrêter là. Il reste la question d'Emmanuel. Alors, Emmanuel, on n'a pas prévu d'autres séances. Bisous, Fred. À la prochaine, j'espère vraiment. Porte-toi bien. On n'a pas prévu d'autres webinaires. Pour le moment, on n'a pas prévu des replays sur ces webinaires payants non plus. On est en train de réfléchir à tout ça. Renvoyez-nous un petit mail pour nous le redemander. Peut-être qu'on le refera si on a de la demande. Le dernier point est… Oups, alors attendez, je vais revenir sur mon dernier slide. On a aussi… alors, on est en partage là, je vois plus ce qui se passe. Oui, c'est bon.
pour travailler ces aspects-là en équipe. Et de manière plus poussée, ici, j'ai survolé quand même les questions liées à la récupération espacée. J'ai essayé de vous donner un certain nombre de clés pour pouvoir essayer des choses sur le terrain, mais il y a plein de petites choses fines. On la pratique aussi, et donc on a prévu des formations, soit en inter, vous venez, vous rencontrez d'autres professionnels et d'autres endroits que vous. Vous voyez, il y en a une qui est prévue début juillet à Montpellier, une autre qui est prévue début septembre à Paris. Et puis, si vous voulez des formations au sein de vos équipes, là, je vais dans 3 semaines dans une équipe d'accompagnement à domicile travailler là avec toute l'équipe pendant 3 jours sur le terrain, sur leurs questions. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je n'en vois plus. Il est 19h10. Grazie Pasquale. Alors, je vous donne une information pour que vous compreniez comment ça marche en Belgique. Avant de la donner, Véro, mais maintenant c'est écrit. C'est quoi le nom de la plage? Oost-Dunkerque. Alors, je vous invite à lire, comme ça vous le saurez, dans les… Et juste, moi, en commentaire, alors je vais apprendre, je pense, la géographie belge. Bon, il va me falloir quand même quelques années, mais on avait travaillé, je pense qu'il y a 7 ou 8 ans, hein, au moins, dans une conférence exactement, alors sur la récupération espacée avec ce même processus. Et je ne connaissais pas le lieu de naissance de Jérôme. Mais je crois que Etterbeek, alors je l'ai cité pour faire un clin d'œil à un moment pour me tromper, vous ne pouvez pas vous imaginer comme ça reste présent. Et je crois que maintenant, c'est 2 villes que je n'oublierai pas. Et même dans les commentaires, pour vous dire que avec Cameron et Jérôme, on voyage pas mal ensemble. Donc, il y a toujours des temps où on est un petit peu désorienté. Et maintenant, j'utilise régulièrement la récupération espacée de mois à mois pour récupérer mes places de parking, pour avoir quelques informations en fin de compte, pour me les stocker. Alors, je ne le fais pas sur du long terme, mais pour me le stocker en mémoire sur 2 heures, le temps que j'aille chercher et que je revienne. Ça marche juste à merveille. Donc voilà le jeu. Mais maintenant, Oost-Dunkerque et Etterbeek seront les 2 villes que je vais pouvoir retenir. En tout cas, merci vraiment à tous et à toutes de nous avoir suivis. On a un petit peu débordé, mais c'est vrai que c'était passionnant. Et puis au plaisir de vous retrouver sur d'autres aventures. Merci à tout le monde d'avoir été là. L'invitation maintenant, c'est essayez, plantez-vous. C'est en se trompant qu'on apprend aussi. Pour les personnes qui n'ont pas de troubles de mémoire, on ne bloque pas sur les erreurs, on les contourne. Et puis, voilà, si vous avez envie d'autres infos, il y a des articles qui peuvent être trouvés sur Internet. Contactez-nous et puis n'hésitez pas à nous solliciter pour des formations pour approfondir tout ça. Je vais garder une dernière minute parce que je vois la question de Sandrine et qu'elle m'intéresse. Pour les autres, merci à tout le monde. Et Marie, je vois ton petit mot et tu sais que tu m'as promis un truc. Donc je compte sur toi. Voilà. Alors, Sandrine, très vite. Avec plaisir, Léna. Sandrine, quand il y a plusieurs professionnels qui travaillent chez une personne avec laquelle on met en place la récupération espacée, la première chose, c'est il faut que la personne qui mette en place la récupération espacée ou les personnes travaillent de manière cohérente entre elles. J'imagine que votre question, c'est comment faire pour qu'eux renforcent l'apprentissage entre les séances. Contactez les organismes, sollicitez-les. Et puis sinon, il y a des choses qui s'appellent des carnets de liaison ou une petite aide externe, mais prévenir les professionnels en leur demandant voilà ce qu'on met en place pour la personne, merci de soutenir cet apprentissage avec un petit mot. C'est des choses que je bosse avec quasiment toutes les équipes spécialisées Alzheimer de travail ou avec les services d'aide à domicile. On a vraiment débordé. Merci à tout le monde. Ciao Pasquale. Et puis, essayez d'observer, vous allez voir, ils apprennent. Et si vous devez retenir une seule chose de cette formation, évidemment, ou de ce webinaire, je n'ai pas pu vous le faire travailler comme ça, c'est retenez, ils oublieront ce que vous leur dites, ils retiennent ce que eux disent et ce que eux font. Et rien qu'avec ça, on peut déjà changer beaucoup de choses.
Et merci beaucoup. Il y a Véronique qui nous remercie aussi pour les aides qu'on a apportées, les documents qu'on a amenés pour le Covid. Voilà, c'est notre idée, c'est d'essayer de partager au maximum de ce qu'on peut pour pouvoir vous soutenir. Mais merci de le noter et de le relever. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Et puis, Bonne soirée à vous et à bientôt.